Dans la dernière partie de ce chapitre, on va voir quelques exemples de composés de beryllium, du magnésium et de calcium. Pour le beryllium, les composés de cet élément sont très toxiques et l'ion beryllium a un pouvoir polarisant très important, ce qui donne des liaisons à caractère covalent et des entités pour l'ion Be2+, tétraédrique de type BeX4. Ces unités tétraédriques sont retrouvées dans le cas des polymères formés dans ce type de composé, chose qu'on a déjà évoquée lorsqu'on a parlé des hydrures de beryllium. Le BeX2 est un acide de Lewis, donc il présente deux cases vides, donc il peut accepter deux X-, c'est-à-dire base de Lewis, pour former cette entité complexe qu'on appelle complexe de coordination, dont le beryllium est hybridé sp3, c'est-à-dire une géométrie qui est tétraédrique. C'est une géométrie qu'on retrouve au niveau des structures polymériques et la liaison BeXBE est une liaison qui est déficitaire en électrons. C'est une liaison à trois centres, mais uniquement à deux électrons. Et la cohésion de l'ensemble est assurée par la délocalisation de ces électrons, c'est-à-dire par une sorte de forme de résonance qui stabilise donc l'édifice. Lorsque X et OH-, on forme dans un premier temps le l'hydroxyde de beryllium, qui est dans cette réaction qui joue le rôle d'une base, mais on a constaté que l'hydroxyde peut réagir sur un excès de OH- pour donner cette entité BeOH4 de moins, ce qui lui donne un caractère acide. Donc il joue le rôle de base dans la première réaction et le rôle d'acide dans la deuxième réaction, ce qui lui donne donc ce caractère amphotère. Le chlorure de beryllium BeCl2 peut être préparé à partir de l'oxyde de beryllium qu'on en trouve dans le béryl, c'est-à-dire le minerai dans lequel on trouve le beryllium, par action du carbone et de Cl2, le carbone jouant le rôle de réducteur dans cette réaction, et le chlore étant l'agent oxydant. La réaction est réalisée à des températures de l'ordre de 600 et 800 degrés. Dans le cas du magnésium, les propriétés métalliques sont plus marquées que le beryllium. On obtient des composés essentiellement ioniques, mais avec un certain caractère covalent. Et ça, on l'a déjà dit lorsqu'on a parlé des hydrures de magnésium, où le MgH2 a un caractère covalent non négligeable. En présence d'air, le magnésium donne l'oxyde correspondant, chose qu'on a déjà évoquée, mais il est contaminé par le nitrure, parce que dans l'air, vous avez également de l'azote, donc il peut donner une nitrure de magnésium. L'oxyde est préparé à partir de MgCO3 par calcination ou bien par déshydratation de l'hydroxyde par chauffage. Et l'oxyde est très peu soluble dans l'eau. Et les réfractaires, c'est-à-dire qu'il résiste à haute température, hein, son point de fusion est de 2800 degrés Celsius, et il est très stable suite à l'interaction électrostatique qui existe entre les deux ions Mg2+ et O2-, suite à leur petite taille. C'est un bon conducteur de chaleur, mais il est très mauvais pour l'électricité. C'est pour cette raison-là qu'on utilise comme isolant idéal dans les radiateurs électriques. L'hydroxyde de magnésium, c'est une base forte, pas très soluble dans l'eau, et
il donne une suspension colloïdale blanche, c'est-à-dire un lait de magnésie qui est utilisé dans le traitement de l'acidité de l'estomac. De même pour le sulfate MgSO4 ou bien le sel d'Epsom qui est utilisé également comme purgatif pour inhiber l'absorption de l'eau par l'intestin. Un autre composé très intéressant du magnésium, c'est le réactif de Grignard qui est utilisé en chimie organique, c'est-à-dire le RMJX. Cette réaction est une réaction qui est très difficile à réaliser car il doit se faire à l'abri de l'humidité pour éviter l'hydrolyse de RMJX qui présente deux sites vacants, comme le beryllium. Donc il peut recevoir des molécules d'eau, des OH- pour former GOH2, donc s'hydrolyser. Et donc pour réaliser la réaction, on l'a fait à l'abri de l'humidité également, en présence d'un solvant qui est l'éther, qui permet de stabiliser l'organe magnésiens selon le schéma suivant. Voilà donc le RMJX. Tout d'abord, le milieu doit être anhydre pour éviter l'hydrolyse par H2O de l'organe magnésiens qui donne MgOH2. Et on stabilise donc ces deux sites, on les protège par un solvant qui est tout simplement l'éther qui permet d'éviter donc cette hydrolyse. Un autre composé intéressant du magnésium, c'est la chlorophylle qui est responsable de la couleur verte donc des plantes. Et le MgD+, est l'élément central de la chlorophylle qui est impliqué dans la photosynthèse, donc dans la réaction de conversion de l'énergie, c'est-à-dire de la lumière, en énergie chimique, qui est le glucose, selon cette réaction-là. Donc les plantes, avec donc le H2O qui se trouve dans le sol et le CO2 absorbé par les feuilles des plantes, donc cette réaction-là, en présence de lumière et de chlorophylle, donc il donne du glucose avec production de l'oxygène qu'on respire. Le complexe correspondant est le suivant. Donc il s'agit d'un complexe formé avec un macrocycle avec 4 azotes qui coordonnent donc le métal, donc qui le stabilise par formation d'un complexe de coordination. Dans le cas du calcium, c'est un métal qui a un caractère métallique plus marqué que Mg, mais qui a des propriétés semblables au magnésium. Le carbonate de calcium, qu'on trouve dans la craie, également dans le calcaire, est l'un des composés du calcium qu'on retrouve également dans le marbre et qui est coloré par la présence d'impuretés telles que le fer. Le carbonate de calcium existe de forme allotropique qu'on appelle la calcite et l'aragonite. La calcination du carbonate, comme on l'a déjà vu, à haute température permet de former la chaux vive CaO avec dégagement de CO2 et la décomposition du carbonate de calcium nécessite une température qui est supérieure à celle de MgCO3, tout simplement parce que l'ion Ca2+ est plus gros et moins efficace que Mg2+ pour fixer les hauts de moins de groupement CO3 selon le mécanisme suivant. Donc le M2+ du carbonate va agir suivant donc en utilisant son pouvoir polarisant sur l'oxygène, donc sur l'ion oxygène, et va l'attirer vers lui. Et cette attraction, elle est de temps plus forte que l'ion est petit. Donc, il va arracher l'oxygène pour former MO et libérer donc la molécule de CO2. De Mg2+, étant plus petit que Ca2+, donc la décomposition en CO2, si on suit donc l'évolution de la pression de CO2 en fonction de la température, on voit que la décomposition pour Mg elle va commencer à des températures inférieures à celles de
CaCO3 parce que le Mg2+ est plus petit, donc il va arracher plus facilement l'oxygène que le Ca2+ qui est plus gros. La chaux vive, le CaO formé donc selon la réaction de calcination qu'on vient de voir, est utilisé en métallurgie et plus exactement en sidérurgie, c'est-à-dire la métallurgie du fer, pour purifier donc le minerai de fer, le fer, et donc par élimination d'impuretés telles que la silice selon cette réaction-là dans laquelle on forme un lithier qui est facilement éliminé du milieu. Et à titre d'exemple, il faut environ 50 kg de CaO pour produire une tonne de fer. Le CaO est également utilisé pour décarbonater les eaux trop dures, c'est-à-dire qui contiennent une concentration assez importante de Ca2+ et de Mg2+. Et la décarbonatation consiste simplement à éliminer le CO2 qui existe dans l'eau. Et donc ça permet d'avoir une eau qui est plus douce. Et également d'ajuster le pH du sol selon les réactions suivantes. Donc le CaO en présence d'eau se transforme en hydroxyde. L'hydroxyde, il va absorber donc le CO2 de l'eau pour donner l'hydrogène au carbonate suivant qui peut, en présence d'un excès de CaOH2, peut donner le carbonate, donc élimination des carbonates de l'eau, et également pour le magnésium, pour éliminer ce forme de carbonate de magnésium, et qui va précipiter en fin de compte sous forme d'hydroxyde MgOH2. L'un des composés les plus utilisés du calcium, c'est le sulfate de calcium utilisé dans les plâtres et on l'obtient à partir de la chaux éteinte, par exemple par une attaque d'un acide tel que H2SO4, pour former donc le sulfate correspondant, qui est tout simplement le plâtre qu'on utilise dans les constructions, le plâtre à mouler, qu'on gâche avec de l'eau pour former le gypse, CaSO4 2H2O. Le dernier exemple qu'on peut citer pour le calcium, c'est l'hydroxyapatite qui constitue l'émail dentaire. Donc l'émail dentaire, c'est-à-dire la partie blanche de la dent, il est constitué d'hydroxyapatite. Et l'hydroxyapatite, lorsqu'il est attaqué par un acide qui est formé par les bactéries, hein, qui agissent sur les restes de nourriture, donc cet acide-là, il peut attaquer l'émail, donc qui est formé d'hydroxyapatite, pour la détruire et donc donner ce qu'on appelle la carie dentaire. Bon, maintenant, comment éviter cette destruction de l'émail? Eh bien, tout simplement en remplaçant les ions H- par des ions F-, par exemple. Donc, si les OH- sont remplacés par F-, on obtient un revêtement résistant. Donc là, l'émail devient plus résistant. Et ceci par la formation de la fluoroapatite qui est formée suivant cette réaction. Donc la fluoroapatite qui est plus résistante que l'hydroxyapatite. Et c'est la raison pour laquelle on ajoute du NaF à l'eau potable ou on prépare des dentifrices fluorés à partir de fluorure d'étain, par exemple les CNF2, ou bien de euh, fluorophosphate qui fortifie donc les dents et qui permettent de rendre la dent plus résistante, ce qui protège contre la carie dentaire. Pour terminer, un petit résumé sur les propriétés des composés du groupe 2. C'est un tableau qui ressemble à celui des alcalins, dans lequel on a donc les différents composés qu'on a déjà vus. On a les oxydes qui sont formés par la décomposition des carbonates. Ce sont des bases fortes. Et l'hydroxyde de beryllium, l'oxyde de beryllium, pardon, et les amphotaires. On a déjà parlé de l'hydroxyde de beryllium qui est amphotaire. Donc l'oxyde correspondant est également amphotaire. Il réagissent avec l'eau pour donner les hydroxydes et résistent aux hautes températures. L'hydroxyde correspondant,
Il est formé par action de l'eau sur les oxydes ou par précipitation des solutions de sol, peu solubles dans l'eau, base forte et amphotère dans le cas du beryllium. Les carbonates très peu solubles dans l'eau, la plupart d'entre eux se décomposent en oxyde par la chaleur. Les hydrogénocarbonates, ce sont des solides instables plus solubles que les carbonates. Et enfin, on a les nitrates qui se décomposent en NO2-, c'est-à-dire en nitrite et en oxygène. Lorsqu'ils sont chauffés, ils sont solubles dans l'eau. Ceci est résumé dans le schéma suivant. Donc les carbonates par calcination donnent les oxydes qui, en présence d'eux, peuvent donner les hydroxydes qu'on obtient également par action de l'eau sur le métal. C'est une méthode de préparation d'hydrogène également. Et l'hydrogène carbonate par calcination donne le carbonate, CO2 et H2O. Et enfin, vous avez les nitrates qui, par chauffage, conduisent au nitrite plus production de l'oxygène.